oui, il est 19h15, nous sommes chez vous à la maison, vous nous regardez tous les soirs sur les antennes de Live TV. Bonsoir André, comment allez-vous et votre vendredi? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien, c'est un vendredi immaculé, voyez-vous, ce blanc. Vendredi immaculé. Voilà. On peut le dire ou pas? Très bien, c'est bien, c'est très bien. Nick Zeden, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va bien. Ça va? Mon anniversaire c'était hier. Hein. C'était hier? Vous ne m'avez pas appelé. En fait, c'est ma vrai. jumelle. C'est vrai, Ah oui, c'est super. C'est ça, Juju. Anniversaire. Ben, joyeux anniversaire Nick, Même en retard. même en retard. pas Mieux vaut grave. tard que jamais, disait quelqu'un Effectivement. qui était toujours en retard. Elle connaît la règle de la semaine anniversaire. Anniversaire, effectivement. Bonsoir Daouda. Bonsoir mon Brico, comment ça tu va? vas? Ça va très très bien. Ça va bien, un peu fatigué mais ça va. Ça va. Très bien, vous avez beaucoup d'activités. Oui, beaucoup. Très très bien. Ouais. Je tiens- Extra Live TV. Notamment des anniversaires auxquels vous participez. Oui, surtout celui d'Isabelle Vavor que j'ai adoré. Le champagne, il a coulé à flot et à travers. Tout à fait. On ne va pas dire ça à la télé. Dixit Daouda Koulibaly, grand musulman de son état. Oui, mais le problème c'est Le que champomis. mais le champomis était là, mais bon, c'est elle qui les a bu. Moi, j'ai pris que des jus de fruits. Oh là là, Daouda. Vous n'êtes pas du tout crédible. en plus. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Bonsoir Brice, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Je vais super bien, merci. Très bien. Alors, on va commencer cette émission par une polémique. Je l'ai lue, je l'ai vue, j'en ai entendu parler. Eh bien, la polémique autour du bouillon magique. Eh bien, d'où vient cette polémique, Daouda? Eh bien, cette polémique, elle vient de la toile, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, chaque année, l'entreprise Nestlé fait une journée porte ouverte où des journalistes et influenceurs vont pour aller faire un parcours client. Et au sortir de ce parcours client-là, il y a un article qui est paru chez nos confrères de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, qui a dit, qui titre que Nestlé déconseille de consommer le cube d'assaisonnement là, avec des repas déjà prêts. Donc, il est recommandé de le manger, de le consommer à la cuisson de la sauce. De fil en aiguille, la toile a été enflammée par cette situation. Donc, en gros, ils savaient qu'il y avait ça, on ne devait pas manger ça comme ça, mais on nous laissait ça manger. Donc, finalement, ils ont dû encore faire une interview, accorder une interview à la nutrition. Avant, il y a eu un communiqué. Voilà, un communiqué, une interview pour expliquer pourquoi, comment, voici les faits. Voilà. Est-ce que n'est pas Parce qu'il y a des mots, déconseille, ensuite, recommande. Non, mais comme l'a dit... Pas une guerre de mots? Non, au-delà du mot, enfin, il y a d'abord les mots, le compte rendu du journaliste. Parce que ce que nous dit donc l'article de l'AIP, c'est que la compagnie déconseille vivement la consommation des bouillons, j'allais dire directement, sans passer par l'étape cuisson. Donc, du coup, tout le monde se dit, si on déconseille, est-ce que ce n'est pas une raison qui pourrait mettre à mal notre santé? Enfin, voilà, donc les uns et les autres se posent la question, donc la compagnie réagit. C'est vrai qu'au-delà des mots, fallait aussi comprendre dans quelles conditions cela a été dit et est-ce que le compte rendu du journaliste était tout à fait fidèle. Donc ça, c'est pour le compte rendu. Et après, il faut reconnaître que cette information vient sans doute mettre un peu à mal la communication de Nestlé, puisque l'objectif, c'était donc de permettre aux uns et aux autres, les influenceurs et les journalistes, de mieux connaître leur fonctionnement, de connaître leur responsabilité donc, sociétale d'entreprise, de connaître vraiment les bonnes méthodes de la compagnie. Donc là, ça l'a foutu un peu mal, il faut le reconnaître. D'accord, parce que je parlais tout à l'heure de guerre des mots pour dire il y a la responsable donc Nestlé qui dit quelque chose, ses propos sont repris par un confrère journaliste, et les propos du confrère, eux, sont interprétés diversement sur la toile. Bon, on est dans beaucoup de mots quand même, Isabelle. Oui, alors C'est un véritable bouillon. Exact. C'est le cas de le dire. Beau jeu de mots. Alors, en fait, c'est juste qu'on est en train de jouer sur les mots. Il ne faut pas oublier que Nestlé est quand même une entreprise qui est censée faire du chiffre d'affaires et donc beaucoup de ventes. La problématique en elle-même sur cette question-là, c'est la consommation de sel. Quand on dit que c'est recommandé d'utiliser en fait le bouillon, donc le cube Maggi, dans la sauce, c'est parce que ça va donc diluer la concentration de sel à l'intérieur. Mais moi, je ne comprends plus rien, Isabelle. Et donc, quand on le mange en fait directement sur le garba, il y a beaucoup plus
par exemple, il y a beaucoup plus en fait de quantité de sel à l'intérieur. Moi, sur Quand cet on argument, sait je suis pas d'accord. Quand on sait qu'en te Côte relancer, d'Ivoire, quand Isabelle. on sait qu'en Côte Termine d'abord, d'Ivoire, André. 40% des adultes Ouais. en Côte d'Ivoire sont atteints d'hypertension artérielle. C'est extrêmement important de pouvoir communiquer sensibiliser en tout cas les populations sur la consommation de quantité de sel qu'ils doivent absorber. Isabelle, pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord? Parce que très Moi, j'ai souvent... l'avis de Nick on sait pas, Nick va venir, mais bouillonne. très souvent, peut-être Nick va répondre aussi, très souvent, on nous dit plutôt de pratiquer le sel ajouté au repas. Donc, je ne comprends pas finalement au niveau de la communication. Moi, c'est cet argument. Non, mais c'est surtout Parce le qu'on dit sel, Non, c'est-à-dire que vaut mieux on rajoute cuisiner. à table. Voilà, rajouter à table. Donc, finalement, je ne comprends pas entre l'idée de cuisson, l'idée de rajouter à table, le garbar. Enfin, il faut, Vous dire, il faut qu'on à le l'origine, style c'est des un choses. bouillon. Donc, je crois que dans l'utilisation traditionnelle du bouillon, c'est qu'il C'est pendant la cuisson qu'on utilise donc le bouillon. C'est pas après. Mais bien entendu, tout est une question en fait de goût, de saveur, Non, de mais préférence. quand En fait. Et donc, Isabelle il y a dit c'est pas beaucoup, il y a après, beaucoup bon, de enfin, non. personnes qui préfèrent donc utiliser le cube magie cru, comme on peut le dire. Hein, voilà. Nick Zelen, votre avis sur la question? Oui, je crois que cette polémique a enflé parce que le bouillon est un condensé de sel. Et là, Isabelle a évoqué le problème de la santé. Notre santé est dans notre assiette. Donc, il faut que nous mangions sainement. Ces grandes compagnies devraient pouvoir conseiller les consommateurs, en principe. Donc là, la polémique, c'est qu'ils ont fait une mauvaise communication et ils veulent se rattraper. Et ça a enflammé parce que les gens les soupçonnent de cacher quelque chose. Il y a peut-être une vérité qu'ils n'auraient pas envie de dire qui est sortie. Depuis longtemps, on nous dit le bouillon, il faut l'ajouter à la cuisson. D'où vient maintenant qu'ils veuillent se rattraper parce que ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a des maladies comme le diabète, l'hypertension, d'autres maladies cardiovasculaires qui étaient avant considérées comme des maladies des personnes âgées. Et aujourd'hui, ces maladies sont récurrentes dans la population plus jeune et il n'y a pas seulement la toile ivoirienne qui s'enflamme, mais il y a un moment que les nutritionnistes attirent notre attention sur la consommation du sel. Donc je crois que c'est à cause de ça que la polémique a vraiment pris. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Nick, dans la mesure où aujourd'hui, quand vous dites que ces entreprises doivent conseiller, je veux dire, il est de la responsabilité aussi de nos États, de nos gouvernants, d'avoir en fait des structures qui vont aller pour vérifier cela. Pour avoir eu la chance, par exemple, de faire un tour aux États-Unis, là-bas, ces entreprises-là, quand ce n'est pas aux normes, on te dégage. Clairement. Et j'ai même demandé, j'ai même vu des marques de voitures qui ne roulent pas là-bas parce qu'ils estiment que ces personnes-là ne respectent pas leurs normes. Donc, ils ne peuvent pas vendre à leurs ressortissants. Moi, je pense que ce n'est pas la responsabilité des entreprises qui est en jeu, mais c'est la responsabilité de nos États qui est en jeu. Non, mais attends, Daouda, soyons courts et précis. Parfois, pourquoi on parle de la responsabilité des entreprises, et on le sait, on parle de responsabilité sociétale, parce que parfois, on a des États qui sont faibles face à des multinationales. Parce que vous comprenez que quand on a une compagnie qui est aux Amériques et qui est dans tous les continents, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va pouvoir résister face à ces États-là. Donc, dans ce cas, je viens, pour finir à quoi là-dessus. sert Codinor, à quoi sert tous ces trucs de normes? Je vais répondre à Codinor, mais l'idée ici, c'est de dire que les entreprises elles-mêmes, elles peuvent se faire de l'argent sainement, c'est-à-dire en conseillant aux gens la bonne utilisation de leurs produits. Et ça, ce n'est pas antinomique. Mais André, c'est ce qu'ils ont fait lors de cette journée. On ne s'attaque pas forcément au groupe dont on parle ici, mais je dis, il ne faut pas tout de suite incriminer les États parce que parfois les États sont faibles. Je disais à la grande sœur Nick Dizaine que ce n'est pas forcément la responsabilité de ces entreprises-là. Parce que, je le dis pourquoi. Parce qu'ils sont là pour faire du chiffre aussi. Hein. Ils sont là pour faire du chiffre, mais les bouillons ont un impact sur la santé des populations. D'où la responsabilité de l'État. Permettez-moi de nuancer un tout petit peu. Quand vous dites les bouillons particulièrement, mais les bouillons contiennent du sel, il faut incriminer le sel. Parce qu'en même temps, même la consommation... Si vous mettez beaucoup de sel dans vos bouillons, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas le sel qui se promène au marché qu'on incrimine. Ah, si, lui aussi, il est à la base. Oui, quand vous avez un régime sans sel, on ne vous dit pas que ce n'est pas le régime sans sel du bouillon. Vous savez, aujourd'hui, quand vous partez à l'hôpital, quand vous avez un problème de diabète, un problème d'hypertension, les cardiologues vous demandent s'il ne faut pas arrêter l'utilisation des bouillons quelque part. Et donc c'est le sel. Oui, le sel est incriminé. Aujourd'hui, on est en train de parler du bouillon qui est déconseillé. Au premier atelier, ils ont dit qu'il faut l'ajouter à la cuisson.
Et quand ça s'est enflammé, ils ont dit non, on peut. Ils savent, pour faire du chiffre, ils savent que si les utilisateurs de Garba n'utilisent pas ce bouillon-là cru, ils vont perdre du chiffre. C'est pourquoi ils sont revenus là-dessus. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut que les États, effectivement, parce que quand l'État, la dame, la nutritionniste de Nestlé, quand elle dit oui, on a maintenant développé la tablette light, une recette avec 15% de sel en moins, mais qui va aller contrôler ce 15% de sel en moins? Effectivement, il faut interpeller les structures, parce que dans les pays, ils font du chiffre, ils veulent faire du chiffre. Ce qu'ils mettent sur le marché, c'est à nous. Il faut qu'il y ait un contrôle. Mais même si André pense que les États sont faibles, mais il faut bien que les États fassent leur travail pour que la population... Mais André va préciser sa pensée. Je ne dis pas que les États sont faibles parce que c'est quelque chose qui me réjouit. Non, je réagis à ce que Daoud a dit en essayant de dédouaner ces entreprises. Et pourquoi c'est important? La preuve, là, dans le cas de cette entreprise, l'entreprise mène quand même des actions en disant, venez regarder dans quelles conditions on travaille, permettre à des influenceurs, des journalistes d'aller observer. Donc déjà, ça veut dire que l'entreprise elle-même, elle est consciente de sa responsabilité. Un peu transparente. Oui, mais surtout, elle fait preuve de transparence vis-à-vis des populations. C'est vrai que là, il y a eu un peu de cacophonie de communication, mais je pense que l'entreprise doit aller plus loin. Nous sommes dans une société beaucoup plus ouverte, rien ne se cache. Il faut être transparent, expliquer les choses aux Ivoiriens. Si vous passez votre temps à manger du sel et du machin sur votre garba, écoutez, bouillon ou pas bouillon, vous allez tomber malade. Donc, à un moment, il faut qu'on explique les choses aux gens. Mais il faut que ces entreprises-là comprennent que la transparence, c'est quelque chose d'essentiel au XXIe siècle. Non, mais au-delà de tout ce que nous venons de dire, en fait, moi, je veux dire, c'est là où je rejoins Brice. Ce n'est pas une question de bouillon. Le sel en lui-même est mauvais. Dans tous les cas, même l'eau que nous buvons, moi je suis parti regarder dans certains cas, donc pardon Daouda, mais les ingrédients qui rentrent dans la constitution d'un bouillon officiellement, vous me direz, le premier élément c'est le sel. Oui. On parle de maltodextrine, des exhausteurs de goût, on parle également de l'huile, des arômes. Mais expliquez ça à Aruna que dextrosostérine et machin. Vous voyez, non, là aussi, on doit pouvoir jouer sur la transparence et sur la simplicité. C'est ce que moi je suis en train de parler. J'ai pris une tablette en venant ici. Oui. Quand tu regardes, c'est illisible. C'est illisible. La seule chose qui a été chiffrée, on a dit sel iodé 51%. 51% dans une tablette de 10 grammes. On est en train de nous recommander de ne pas manger assez de sel et ce bouillon. Oui, mais Nick, est-ce qu'on vous demande de prendre une tablette tout entière pour manger un petit garba et non, mais Brice, on est dans une société où on consomme énormément de cubes Magie. Donc je pense que c'est une question de santé publique. Bon, il faudrait que l'État puisse... il faudrait que l'État... Il y a beaucoup de cubes. L'État puisse prendre en compte ses responsabilités en menant une campagne de sensibilisation à l'endroit donc des populations sur la consommation de sel. Parce que je le dis et je le répète, 40% des adultes en Côte d'Ivoire sont atteints d'hypertension artérielle. Et moi, je reprécise aussi, c'est pédagogique, il n'y a pas que l'État, ces compagnies-là aussi ont leur responsabilité donc, sociale, c'est de faire en sorte que nos compatriotes qui ont abusé un tout petit peu puissent être pris en charge. Donc, essayer de financer un peu dans les hôpitaux, mettre des moyens pour que justement les prises en charge... Mais André, ça c'est de l'hypocrisie. Mais pourquoi c'est de l'hypocrisie? Je ne suis pas en train de les critiquer. Je veux qu'elles aillent plus loin dans leur rapport justement à ce qui se passe au sein de la communauté. Mais là où je trouve que c'est hypocrite, c'est en fait c'est un peu comme des sociétés qui font de la cigarette. Ben, je m'apprête à ils produisent la cigarette et on va essayer dans les hôpitaux. Mais c'est de l'hypocrisie notoire. Il faut que... On va parler de tabagisme tout à l'heure, mais peut-être, on va parler de tabagisme, d'accord, mais n'empêche que ce que tu dis, c'est hypocrite simplement. Mais on n'a pas besoin d'en arriver là. Vous savez, ils ont besoin que les personnes qui sont leurs clients soient en vie pour qu'ils puissent faire du chiffre. Voilà pourquoi, quand on parle aujourd'hui, vous voyez, on parle de la responsabilité sociétale. Il y a dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous faisons, l'excès nuit. Ils peuvent effectivement faire des campagnes de sensibilisation pour dire notre bouillon, c'est un exhausteur de goût. Quand tu le mets, tu peux avoir un meilleur plat, mais il faut faire très attention parce que les nutritionnistes disent le glutamate qu'il y a dans ces bouillons-là. L'OMS recommande qu'il y ait 6 grammes de consommation quotidienne de cette substance. Non, il faut me laisser terminer. Donc il ne faudrait pas... C'est vrai, ça peut penser être hypocrite, mais ils ont intérêt à participer à cette campagne pour que leurs propres clients vivent, pour qu'ils fassent du chiffre. Mais là où je suis justement, je dis que c'est de l'hypocrisie, c'est un peu comme aux États-Unis, ces entreprises pharmaceutiques qui font des médicaments à base de drogue, finalement, quand ils le donnent à des patients
pour se soigner. Ces personnes deviennent, comment on appelle ça? Addicts à la drogue. Ils vont vers d'autres drogues et après, on va les financer des centres. Ils mélangent tout. Non, je ne mélange pas tout. Mais j'ai compris. C'est un fait. Mais mon C'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Pourquoi je il vais n'est pas entrer d'hypocrisie? sur... Non, ce n'est pas une question d'hypocrisie. Tu rends les gens malades après les Nick Zeden a dit tout de suite que l'objectif quand même de ceux qui vendent ces produits matin, midi, soir, c'est pas que les gens tombent malades. Sauf que la responsabilité, c'est qu'il se trouve qu'il y a des gens qui sont tombés malades avec des comportements et des situations connexes. Et c'est à ce moment-là, ils font preuve de solidarité. Il ne s'agit pas de dire, rendons-les malades et puis courons à l'hôpital essayant de les soigner. C'est pas ça le sujet. Ils ne sont pas en train de jouer pour des multinationales qui font du chiffre. Non, pour des multinationales qui font du chiffre, ça ne leur dit absolument rien le fait de ce genre de truc. Les fabricants de voitures aussi disent ça. Ils disent, j'ai mis sur le marché une voiture qui est puissante à 300 km/h, mais je ne t'ai pas dit que quand tu te mets au volant, d'aller jusqu'à 300 km/h. Oui, mais eux, il nous faut pas aussi l'hypocrisie de dire, bon, on va vous rendre malade parce que c'est à dose homéopathique que les gens sont malades et après André me parle de financer les... Non, mais justement c'est un poison, disons-le clairement. Mais non, est-ce que c'est pas un poison? Non, on va pas en arriver là, Daouda. Oui, mais si, quand tu mets 51... Daouda, fréquence de la... On va revenir plus calmement. Vous avez un point de vue. Voilà, vous avez mon point de vue, c'est que quand tu mets 51%, comme vous le dites, de sel dans 10 grammes d'une tablette. Sauf que tu espères quoi? 5 grammes. Voilà, ça dépend de la fréquence de la consommation. Mais est-ce que le temps a été donné aux gens de leur expliquer que techniquement, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça? Mais tu nous rejoins. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je vous dis juste qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie. Encore une fois, il faut que je discipline un peu le plateau. Oui, d'accord, bien sûr. Si vous avez des points de vue, on veut bien les entendre, mais il ne faut pas que les autres parlent en même temps. Alors, c'est un peu comme vous me dites, dans une bouteille d'une boisson forte, 8% d'alcool, 15% d'alcool. On vous dit il y a 15% d'alcool. Est-ce qu'on vous demande de finir par exemple la bouteille? Bon, je ne sais pas. Est-ce que la bouteille d'alcool de vin, là, est-ce que c'est un poison? C'est une question. Pardon? Non, mais c'est ce qu'on dit. On dit de consommer par exemple avec modération. C'est ce qui est recommandé. Un verre par jour, voilà, c'est ça. Commence à si vous mettez 4 bouillons sur un petit gaba, vous rendez malade, c'est pas la société qui fait le Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je prends un exemple simple. Les restaurants, on prépare dans pratiquement tous les ménages, on met du sel. À la cuisson, on prend encore le même bouillon, on en met 4, 5. Il y en a même qui vont te mettre 7 bouillons de 7 entreprises différentes dans la même sauce. À qui la faute? À qui la faute? Moi, je pose la question. Ce n'est pas la compagnie. Sauf qu'à un certain moment, la compagnie, elle aussi, au regard de son importance dans la société, elle donne du boulot, elle permet aux gens d'être... Parce qu'on doit vivre heureux. C'est à ce moment-là, la compagnie aussi va dire, bon, ok, nous, on va essayer d'accompagner les États, les ministères, etc., pour qu'on puisse faire les sensibilisations. Eh bien, c'est ce que fait cette compagnie en s'ouvrant, mais c'est ce qu'on dit. Sauf qu'à un instant, il faut aller plus loin, c'est tout. Je crois que cette polémique, elle est bienvenue pour alerter la population sur comment il faut manger et sur comment il faut doser la consommation de ces bouillons. Parce qu'il est question de santé. Public d'ailleurs. Voilà. Très bien. La santé se trouve dans nos assiettes. Il faut qu'on commence à... En tout cas, vous évoquiez tout à l'heure le fait que cette polémique-là ait permis le débat autour de la question des bouillons. Et derrière ça, elle nous permet de rappeler que tout excès nuit, et en l'occurrence le sel, sous toutes ses formes, qu'elle soit sous la forme d'un bouillon ou quelqu'un qui prend 14 tonnes de sel pour pouvoir mettre ça sur son gaba. Parce qu'on évoque le gaba, permettez-moi d'évoquer quand même aussi le choukouya, quand même, qui est contre moi. Mais moi, ce qui me fait bizarre, quand même, on parle du cube, mais en même temps, ils ont des... Comment on appelle ça? Des tablettes? Non, le truc là, il y a un autre le jus là. Le jus en liquide. liquide. Quand tu regardes, c'est pratiquement la même chose. Moi, je crois que ce débat, on va l'arrêter. Avant que tous ces bouillons ne viennent, on avait nos propres exhausteurs de goût. Si on a plus du sel, ça s'améliore. Oui, franchement, les gens sont venus... Bon, je ne dis pas que les gens sont venus, mais aujourd'hui, la modernisation a fait qu'on est... Moi, je veux bien que ce débat ait lieu pour qu'on revienne à une meilleure consommation, à consommer des produits qui peuvent nous garantir la santé. Donc, manger du soumara. Manger les crevettes. On ne va pas manger soumara sur garba. Ah ben, mais c'est génial. Moi, je l'ai mangé, mais c'est très bon. Ça, je peux vous garantir. Soumara sur du garba, mais c'est excellent. Ça n'a rien à voir avec les compagnies. Mais permettez-moi de vous dire que même dans le soumara, André, vous allez aller me chercher. Dans le soumara, souvent, on met encore des bouillons. Non, mais il y a certains qui mettent le soumara naturel. Chez nous, à Odéné, c'est le soumara naturel. On le mange sur du riz.
on le mange sur on est autre chose. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas ce que vous appelez exhausteur de goût ou quoi. Le somra en lui-même est un exhausteur de goût. Il n'y a pas ça dessus. Mais voilà. Très bien. Revenons à nos bonnes mais recettes. avec aussi Ou ces bien, si compagnies-là- vous choisissez autre chose, eh bien, faites-le avec modération. Ou bien ces compagnies-là peuvent explorer ces pistes-là. Je sais qu'il doit y en avoir qui font des choses avec un peu d'adjuvant. Moi, j'ai vu, par exemple, quand je faisais des recherches à propos des cubes, des bouillons, eh bien, j'ai vu qu'il existe des bouillons bio uniquement qu'avec de la viande, par exemple. ça, par exemple. Sans forcément Mais de qu'il y ait- base, il faut te dire, retiens une seule chose. C'est bouillon. La matière première, c'est le sel. Les bouillons, dès l'instant où quelque chose n'est pas naturel, on a intérêt à conseiller la modération. Moi, Mais je la pense- modération dans tout. Allez, on termine là-dessus. Allez, je ne bien. vais plus permettre d'apprendre. Ok. La modération dans tout. Même quand c'est naturel, le sel est naturel, modération. Même l'eau, à un moment donné, il faut consommer l'eau avec Faut que modération. Oui, bah, tout Ok. abus nuit à la santé. Merci, allez, vous terminez avec ça. Allez, Daouda, il a commencé déjà à consommer de l'eau. Allez, l'autre point, il concerne donc la digitalisation de l'école, les amis. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, a lancé mardi dernier à Cocody un projet de digitalisation du système éducatif ivoirien. Et bien, de quoi s'agit-il? Les élèves de Côte d'Ivoire, depuis la maternelle, bénéficieront bientôt d'une formation en intelligence artificielle comportant 3 modules, à savoir donc le coding, la base de l'intelligence artificielle et la robotique. Il s'agira donc à travers cette formation d'intégrer la digitalisation dans l'enseignement et de réduire la fracture numérique. Réaction autour de la table. Mais parfois, je dirais, qu'est-ce que l'État nous veut? Parce que là, excusez-moi, c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, on peut déployer un système d'enseignement sur l'intelligence artificielle dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire? Non, mais Alain, je pense que. Non, André, André, je enfin, pense que. arrête de toi, rêver à la- le problème avec toi, c'est que tu exagères un peu trop. Déjà, c'est un projet pilote. C'est parti sur 3 villes. On parle de Cinématiali, on parle de Bundjali et de faire Kessé Dougou de bout en bout. Après le projet pilote, après on va arriver à toucher tout le territoire. On va voir pourquoi vous avez choisi les villes du Nord pour le projet. Non, c'est pas moi qui l'ai choisi, s'il vous plaît. Non, non, il faut retirer ça, c'est pas moi Non, qui non, l'ai mais choisi. je vous choisis d'avoir une explication. Voilà. André, terminez Non, votre je pensée. veux dire, commençons par les choses les plus simples. On a besoin aujourd'hui de faire en sorte que ce qu'on appelle la fracture numérique soit résorbée. Je pense que, projet ou pas projet, ça peut être même quelque chose qui peut être développé même, qui est tellement marginal. Alors, Que- permettez-moi de penser... Je finis, qui peut être même marginal. Mais on a un vrai problème de faire en sorte que tous les enfants Laissez-moi de Côte imaginer d'Ivoire votre pensée, aient André. Au une moins... tablette ou... Voilà. Voilà. Donc, laissez-moi imaginer votre pensée. Ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas être en train d'imaginer un programme d'intelligence artificielle quant à Cinématiali, à Matiakwali. Les enfants n'ont même pas un ordinateur ou une tablette. Mais franchement, c'est ça. Réglons les problèmes les uns après les autres. Le coding, tout ça, ces grands mots comme ce que vous avez prononcés, c'est bien sûr, c'est bien, c'est joli. Mais est-ce qu'on peut dire de l'année 1 à l'année 10, donc sur 10 ans, on va permettre aux enfants de Côte d'Ivoire de D'avoir disposer... de l'électricité dans leur classe. Voilà, Non, mais d'avoir... là- Attends, Non, on mais peut finir puis on va se attendez. parler. Avoir de l'électricité, Mais en fait, avoir, faut pas faire avoir un un monologue. ordinateur, Non, etc. mais je etc. donne la Non, parole je tout finis, à l'heure. je donne la parole. J'ai Après, Isabelle ensuite. Et donc, pour moi, c'est toujours le même système. On aime bien lancer des communications comme ça, alors que le vrai sujet, c'est la fracture numérique, dans ce cas précis, qu'il faut essayer de résorber. Parce que certains ont estimé, par exemple, dans le cas de la vidéo-verbalisation, que c'était bien comme principe, mais si on n'a pas de caméra sur l'ensemble des trucs, pourquoi parle-t-on de vidéo-verbalisation en projet? Donc, on met d'abord les caméras, disent-ils, on équipe en équipement routier, on a des caméras partout, et maintenant, on peut ensuite... Bon, pour chacun son timing. Hein. Oui, alors, sous l'impulsion donc du ministre Roger Adom en son temps, en décembre 2022, il y a la stratégie nationale de digitalisation de la Côte d'Ivoire qui a été validée en Conseil des ministres. On est en plein dans l'implémentation de cette stratégie. Là, il s'agit d'un projet pilote qui va être déployé donc par la suite, en fait, sur plusieurs années. On ne va pas attendre d'avoir d'abord des ordinateurs partout en Côte d'Ivoire avant de lancer un tel projet pilote, alors que dans d'autres pays, ils sont en train de développer l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'on arrive en fait à être au même niveau que tous les autres pays. J'ai une question pour vous, Isabelle. Oui, vas-y. Vous entrez dans un établissement, dans une classe, dans un village que je connais. Au plateau, juste à côté d'elle, ici, au plateau, à Voilà. Cocody, juste à côté Et vous d'elle. dites à des élèves, aujourd'hui, on parlait de l'intelligence artificielle et du coding. Ben, les élèves, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont même pas de courant dans Mais certains en fait, cas. Non, mais Vous en parlez fait, de quoi? ce projet-là, une fois qu'on le lance, bien entendu, il y aura les équipements qui vont accompagner ce projet-là. On ne va pas demander à des Mais élèves André, de développer l'intelligence Yannick artificielle alors Zeden, qu'ils n'ont pas réaction avant d'ordinateur. Daouda. Il Je vous garde faudrait qu'on soit quelques minutes, factuel Daouda. quand même. Allez-y, Nick. C'est bien noté, on a noté votre point de vue. Vous Isabelle. savez, c'est vrai, l'informatique, aujourd'hui, celui qui ne sait rien à l'informatique, ce sera celui qu'on va appeler l'analphabète.
c'est bien la digitalisation. C'est bien tout ça. On nous avait, ce que André dit, il faut comprendre ça. L'intelligence artificielle, il n'y a pas longtemps qu'en technologie, on l'a évoqué. Dans un pays comme le nôtre, André voudrait quand même qu'on commence par là où on peut commencer. C'est vrai, la digitalisation, ce sera 3 villes pilotes, mais après, qu'est-ce qu'on en fera? Non, comme mais vous le c'est dites, complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut développer en même temps le moi, programme. En fait, je veux dire, terminer, je vous donne la parole. il faut situer ce débat dans un contexte. C'est très important. Allez-y. D'abord, le ministère a décidé, en collaboration avec une entreprise coréenne, de mettre en place ce système-là. D'abord, ça ne va pas se faire systématiquement. Ça va commencer d'abord par la formation des formateurs, qui après, on va aller l'implémenter dans des villes. Mais moi, je suis surpris quand j'entends André dire des choses pareilles. Nous avons raté ici en Afrique la révolution industrielle. On va en venir encore rater. Pendant que les autres sont à un certain niveau, on parle de révolution numérique. Nous, on est encore là à traîner les pas, toujours en train de taper sur... Mais c'est des slogans, c'est des ceci. André, il faut sortir Mais qu'est-ce de ça. qu'il croit? Il croit que c'est 2-3 bambins de cinématiali qui vont faire la révolution André, ici en Côte permets d'Ivoire, qu'on mais termine, c'est pas un monologue. Mais tiens, vous terminez en 15 secondes. oui, justement. Tiens-toi bien, c'est important ce genre de projet-là pour nos enfants. D'autant plus que l'État de Côte d'Ivoire a injecté beaucoup d'argent dans l'interconnexion de toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quel est le taux de pénétration de l'Internet en Côte d'Ivoire aujourd'hui? 15 secondes. Moi, je suis très arrête. content parce que Isabelle, dont on va parler, Isabelle a évoqué le ministère de l'économie numérique. Vous savez, il y a l'ANSUT. L'ANSUT, c'est le bras armé de l'État pour permettre justement à toute la Côte d'Ivoire d'être équipés en trucs numériques. Justement, c'est par là-bas. Je dis cet argent qu'on met, que ce soit un projet, je préfère qu'on dise aux Coréens, donnez-nous 1000 ordi, donnez-nous 400 tablettes, donnez-nous 500 pour commencer déjà à permettre aux enfants à se familiariser. Mais André, tu n'écoutes rien, il n'écoute rien. C'est complémentaire, il y a plusieurs programmes, André. Il y a Non, ce programme-là, mais il y a aussi le programme pilote comme il est en train d'être développé. Les formateurs d'abord, André. On parle de former les formateurs. Attends, quand j'ai compris ce que vous avez dit et que vous ne comprenez pas les choix politiques. Moi, André Bois, président de Côte d'Ivoire et ministre de l'Éducation, je ne formerai pas les formateurs parce que c'est de l'argent que je n'ai pas à mobiliser ici en 2023. Je vais mobiliser cet argent un peu plus tard quand je vais permettre à une génération, quand je vais permettre à une génération d'enfants de Côte d'Ivoire d'être mieux imprégnés de l'outil numérique. Et à ce moment, pour moi, c'est du gaspillage, c'est de la malgouvernance. On ne peut pas développer les projets à gauche, à droite comme ça. Il faut d'abord avoir un axe clair, développer le numérique dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Et puis, on implémente au fur et à mesure, maintenant, on fait remonter tranquillement les choses. Voilà mon point de vue. Est-ce que vous n'entendez pas? Tout le monde a 5 secondes avant la fin, qu'on a JT. Le problème, même dans les villages, André, je suis sûr que dans ton village, pour que quand on vient mettre une classe, on construit le CP1, pendant que les enfants se préparent pour aller au CP2, on commence à construire la classe de CP2 jusqu'à arriver au CM2. Alors, donc, s'il vous plaît, Mais ils sortent d'où là? non mais s'il vous plaît, voilà. Mais Donc, partant de ce principe-là, le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec une entreprise coréenne, dit, nous on va former des formateurs. Après, on va aller dans des villes pilotes pour aller former des jeunes. Au fur et à mesure, ça va s'étendre sur tous les 322 000 km². Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Non, moi je pense que c'est complémentaire. Je veux dire déjà le temps d'équiper donc tous les établissements d'ordinateurs, de tablettes, etc. On peut dans un autre temps aussi former les formateurs à l'utilisation donc de l'intelligence artificielle. Moi je pense que les deux sont complémentaires. XZN, je termine avec vous. il faut faire les choses pas à pas. Ce que nous sommes en train de dire, la digitalisation, on n'a pas dit qu'elle est mauvaise. Mais on a comme l'impression que c'est une étape qui est venue trop tôt, avant qu'il y ait des ordinateurs, même dans les... Tu parles de la pénétration de l'Internet. On en est à quel niveau? C'est de ça que nous parlons. On n'a pas dit que le programme n'est pas bon. Le programme, il est bien s'il y a des préalables qu'on avait déjà fait. Ensuite, un Ivoirien, un ordinateur. Vous pouvez nous faire le point de ce programme? Madame Zeden, je tiens à vous dire que selon les chiffres de MetaSuite Business, qui est Facebook, et de l'ARTCI, nous avons 12 millions de personnes connectées en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que pratiquement la moitié de la population. À Cinématiali, où ça va commencer là, il y a combien d'ordinateurs là-bas? Mais la question n'est pas une question d'ordinateur. La vraie question, on parle de former les formateurs. On limite tout aux ordinateurs. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question pour tout le monde et on va réfléchir pendant le JT. On dit, bon, on forme des formateurs et on va attendre 5 ans.
que les ordinateurs qui arrivent, ces formateurs-là Voilà, même. ils auront déjà oublié Et même. quand on sait que les choses évoluent, on ne sait jamais. Donc c'est pour ça qu'ils estiment, eux, il faut l'entendre, mon cher Daouda, ils estiment qu'il y a dans un premier temps un travail à faire, un travail de préparation, un travail d'acquisition du matériel, de la technologie. Et puis la formation peut suivre à tout moment. Non, mais je pense que André est en train d'amener en fait Nick dans le pessimisme notoire. Arrêtez. Pendant la pause, Arrêtez, s'il je vous vous plaît. promets, c'est parti. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk que vous regardez Live TV sur le bouquet 206 du bouquet Canal+, numéro 6 et de la TNT. Je suis en compagnie d'André Bois, je suis en compagnie de Daouda Coulibaly, Sa Majesté Daouda Coulibaly, en compagnie de Nick Zeden et de la magnifique Isabelle Vauvor. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk monsieur Ernest Zotoy, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Bonsoir docteur. Bonsoir Brice. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Avec vous docteur, on va évoquer la lutte contre le tabagisme. Moi j'aimerais bien qu'on commence par expliquer les missions de votre programme. Merci Brice. Je voulais d'abord en tout cas m'acquitter d'un devoir qui est de dire un grand merci à Live TV, à sa grande direction, qui nous permet aujourd'hui de venir sur le plateau devant la population ivoirienne pour leur expliquer un peu ce que c'est que les dangers liés à ce fléau qui mine aujourd'hui la jeunesse en Côte d'Ivoire. C'est une opportunité pour le ministère de la Santé vraiment de sensibiliser la population et qu'on doit vraiment insister sur cette sensibilisation-là pour que la population arrête de fumer en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, le programme, comme son nom indique, c'est un programme qui s'occupe de tout ce qui est l'ensemble des addictions, c'est-à-dire le tabac, l'alcool et la drogue. Très bien. Et la drogue illicite, bien sûr. Voilà. Et donc, alors, nous nous occupons un peu de tout ce qui est sensibilisation et soins, en collaboration avec les autres ministères compétents en la matière. Voilà. Mais sur le tabac, parlons-en. La jeunesse, on sait, parfois on dit que la toxicomanie commence par la cigarette ou le tabac. Quel est l'état de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire en termes de consommation, donc d'exposition au tabac? Il faut dire que le tabagisme est une épidémie. C'est une épidémie mondiale qui touche tous les pays dans le monde entier. Et cette épidémie-là est due à la consommation qui peut être aiguë ou bien occasionnelle ou chronique ou régulière. Donc il suffit seulement qu'une personne commence à toucher à la cigarette-là, cette personne-là commence à s'infecter. Alors, cette épidémie, il y a plus d'1 milliard dans le monde entier qui fument. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons 14,6% de la population qui fume. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on va comme ça, on se dit, bon, mais que ce n'est pas aussi beaucoup. Mais quand on voit la population des hommes, c'est 26%. Et quand on va à l'intérieur de ces tranches d'âge, je prends le cas, déjà, on se rend compte que très jeune, ils commencent. De 13 à 15 ans, en Côte d'Ivoire, depuis 2010, on avait pratiquement 13%. Précisément 13,7%. 13 à 15 ans, c'est énorme. Ouais. Et quand on va déjà dans les tranches d'âge de 20 à 25 ans, on a 24%. Donc vraiment, on a des pourcentages assez élevé. Ce qui fait peur, c'est que déjà les jeunes, très tôt, déjà commencent à toucher à la cigarette. Ouais. Et puis, ça s'en va crescendo. Ouais. Je parle de la cigarette, mais tout à l'heure, quand on parle de tabagisme, je note ici qu'il ne s'agit pas que de la cigarette. Ça prend en compte le cigare, les cigarios, les pipes, les chichas et le narguilé. Ouais. Cet ensemble d'éléments-là. Ouais. Effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la cigarette. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que les cigares ne sont pas inclus. Les cigares sont plus dangereux aussi que la On parle de cigarette électronique. Oui. C'est cela? La cigarette électronique, dans un premier temps, c'est-à-dire que son avènement était lié au fait que bon, ça pouvait être un objet qui allait aider un peu ceux qui ont envie d'arrêter.
C'est ça. C'est comme ça que c'est né. Mais aujourd'hui, avec la prolifération, il y a tellement de choses qui entrent en compte et qui font qu'aujourd'hui, c'est encore dangereux comme la cigarette. Monsieur Zotoa, moi, je m'interroge. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie dans cette affaire? Dans la mesure où vous faites de la sensibilisation de ceci, ne fumez pas, ne faites pas ceci. Et si le ministère de la Santé interdisait l'entrée des cigarettes en Côte d'Ivoire simplement? Je pense que les 14, beaucoup de pourcents qui fument, ils allaient arrêter. C'est devenu difficile. Ben, bien sûr, c'est une solution. Mais qu'est-ce que vous proposez chez vous? C'est une solution qu'on pense facile. C'est-à-dire que ça, c'est une question qu'on me pose toujours, hein, partout. Et je serais vraiment surpris si vous n'avez pas posé la question. On nous dit, mais écoutez, si vous sensibilisez, alors si vous dites que c'est dangereux, pourquoi ne pas interdire? Mais on a l'impression que, est-ce qu'en interdisant, c'est la solution? Qu'est-ce qu'on recherche? Si on recherche que l'enfant ne touche pas, que la jeunesse ne touche pas à la cigarette, je pense d'abord que la première chose qu'il faut faire, c'est de sensibiliser cette jeunesse-là. Vous savez, aujourd'hui, comme je le dis toujours, les interdits, ça rebelle souvent les enfants. Ils veulent savoir ce qui est derrière. Donc, la solution n'est pas d'un coup interdit. Mais, et la drogue illicite, le cannabis, la cocaïne, ce n'est pas interdit, mais est-ce que vous pensez, ici sur la table, que le phénomène est vraiment en réduction depuis que ça a été interdit dans les années quand on n'était pas encore né? Donc, le problème, ce n'est pas ça. Mais est-ce que ce n'est pas son accessibilité aussi qui fait ça? Parce bien qu'à sûr, tous les points de rue, on peut s'acheter une cigarette à 100 francs, c'est pour ça à que 40 francs. C'est pour ça que les mesures que les États ont prises sous les auspices de l'OMS recommandent de prendre un certain nombre de mesures. Un premier groupe, c'est de réduire la demande. Le deuxième groupe, c'est de réduire l'offre. Vous êtes en train de parler de l'offre. Si on arrive à éliminer tout ce qui est commerce illicite, les entrées, si on réglemente, s'il y a une traçabilité de tout ce qui entre, si on ne vend pas, si on ne vend pas à tout hasard, c'est-à-dire qu'on réduit l'offre. Alors, de notre côté, si on réduit la demande, s'il y a l'accessibilité financière, je prends le cas, si on dit qu'un paquet de cigarettes coûte 10 000 francs, C'est ça. le jeune va avoir des problèmes pour acheter. Mais pour que le prix augmente, il faut augmenter la taxe sur le tabac. Mais pas n'importe quelle taxe, la taxe d'assises. La taxe d'assises qui est prélevée sur le prix sorti usine quand c'est sur le plan ivoirien et le prix CAF, coût assurance et puis fret, quand c'est importé. Voilà. Alors, donc, si on prend l'ensemble des mesures, si on augmente la taxe, mais le prix va augmenter, donc il va y avoir les enfants n'auront pas accès à ça. Donc, si, pour réduire encore la demande, et c'est ce qu'on est en train de faire ici, si on sensibilise, on demande à tout un chacun de sensibiliser la société civile, les décideurs, la presse que vous êtes ici. Parce que si on arrive à développer les compétences de l'enfant, si on arrive à lui faire comprendre que c'est un danger et que c'est mortel, et qu'il a le choix, prenez, mais si vous prenez, voilà ce qui va vous arriver. Mais vous sensibilisez depuis des années les chiffres. Est-ce que les chiffres ont réellement évolué? Est-ce que ce n'est pas plutôt un aveu d'échec de votre campagne de sensibilisation? Ou alors, quel est le contenu de votre campagne de sensibilisation? Madame, c'est ça qui nous encourage aujourd'hui parce que ça a commencé à baisser. Et les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'était en 2012, où on était carrément de 20 à 25 ans, où on était à 24%. Aujourd'hui, la réduction est de moitié. On est à 12-13%. Voilà.
Ce que vous dites, c'est très On est passé de intéressant. 24% à 13%. Oui. C'est bien Et noté. donc, Et il y a les une vraie- jeunes il y a une de- vraie baisse. Oui. Mais continuons sur la baisse. Bon, Daouda, sa question est intéressante, même si elle a été un peu caricaturale. Il parle d'hypocrisie à tout va. Mais il y a quelque chose qui me paraît très 2 fois dans intéressant. la même émission. Qui me paraît très intéressant dans ce qu'il a dit, et je voulais qu'on revienne dessus, c'est la vente au détail Oui. de la cigarette. On prend toute une série de mesures, bon, vous allez revenir là-dessus, interdiction dans les lieux publics, etc., ça participe à ça. Mais pourquoi on continue de vendre la cigarette à l'unité? C'est-à-dire qu'une cigarette, alors on sait bien que c'est l'un des leviers, c'est le prix, faire en sorte que ce soit plus cher d'accès. Or là, en achetant une cigarette à 100 francs, tout le monde peut l'avoir. 25 même. Hein. À 25 francs. Exactement. Comment on fait là depuis ça? Et c'est pour ça que, comme je le disais tantôt, il faut essayer de réduire l'offre. Et ça, c'est la vente au détail. C'est ça. Alors, et ça, c'est prévu dans la loi relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire, qui interdit la vente au détail. Et le ministère du Commerce est en train de prendre des dispositions pour vraiment renforcer non seulement la sensibilisation, mais aussi sanctionner ceux qui sont... Moi, pardonnez-moi, docteur, avant de passer la parole à Nick Zeden, mais moi, je vais utiliser une expression qui est un peu forte. Souvent, j'ai un peu pitié de vous, parce que vous êtes au milieu, j'ai un peu l'impression que vous êtes au milieu d'une bataille de titans. Parce que quoi qu'on dise, cette affaire de cigarettes, vous êtes en train de dire, c'est pas bon, c'est une épidémie. Et puis derrière, Il y a on a un un peu lobby. l'impression qu'il y a d'autres forces qui tirent dans l'autre sens pour exister. Cette épidémie n'a pas envie de disparaître, j'ai envie de dire. Alors, c'est ce qu'on appelle l'industrie du tabac. Ouais. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de faire en sorte que cela baisse, ben, eux aussi, ils essaient de se battre. Mais si nous prenons les mesures que je viens d'énoncer tout à l'heure, et comme je l'ai déjà dit, avec déjà les résultats qu'on a eus, si on Il y a continue, de l'espoir. il y a de l'espoir. Très bien, Ça va baisser. très bien. Voilà. Nick Zeden. Moi, l'espoir peut-être c'est sur le papier. Parce que la loi anti-tabac, qui existe pour le moment, en son article 9, dit que la vente à l'unité du tabac et les produits est interdite. Quand je venais là où j'ai acheté la tablette du bouillon pour savoir ce qui est écrit dessus, il y a quelqu'un qui est venu acheter une seule cigarette. Donc je me demande de quoi vous disposez pour faire le contrôle des lois que vous prenez dans ce sens-là. C'est vrai que l'application des tests connaissent une faiblesse. Ça, nous en sommes convaincus. Mais cela ne doit pas nous décourager de la sensibilisation et de l'application de ces tests. Et justement, donc, on doit maintenant renforcer l'application des mesures qui sont prises. La loi vient d'être votée, il y a les décrets d'application, il y a les arrêtés d'application. Pendant cela, on sensibilise. On aura certainement droit à une phase de répression. Voilà, pour la bien suite. sûr. Bien sûr. Mais docteur, Bien sûr. il y a une question que je voulais poser, c'est qu'à un certain moment, on a pris une loi pour dire on ne fume pas en public. Certains commerçants enseignent, on fait 2 endroits. L'espace dedans avec la climatisation, c'est pour les non-fumeurs, mais les terrasses, c'est pour les fumeurs. Mais chose bizarre, il y a des non-fumeurs qui se retrouvent en terrasse et après, ils évoquent la loi. Oui. Comment est-ce que vous jugez cela? Non, parce que l'espace est réservé aux fumeurs. Non, on dit interdiction dans les lieux publics, c'est tout. Oui, mais le lieu public en question, le Vous lieu me public donnez en question Non, est non, pour... il va répondre. Vous me Pour donnez clarifier les choses. l'occasion de sensibiliser la population pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il est interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. C'est point. Ça veut dire quoi? Que si vous partez dans un restaurant, que ce soit terrasse, que ce soit l'intérieur, et que la personne, malgré toute la sensibilisation, tout ce qu'on dit comme méfait, la personne est malade. La personne, en fait, celui qui a une dépendance à la nicotine, c'est une maladie. Donc, il faut le considérer comme un malade et non un impoli ou bien cela. Alors, si l'envie vient, la personne se retire tranquillement, trouve un endroit, je pense que la Côte d'Ivoire est assez grande pour trouver ça, fumer, et puis revenir. Et ça, c'est Mais je crois que de plus en plus, est-ce que les restaurants, est-ce que ces lieux publics-là ont des espaces aménagés Oui. peut-être pour les fumeurs? Non. Chez nous, c'est illégal. Non, même. non. Un lieu Non, public. en fait, vous savez, c'est une question assez difficile. Quand on dit
on va faire un espace fumeur. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est un endroit où les gens vont aller s'asseoir? C'est-à-dire que tous ceux qui fument vont aller dans un endroit où ils s'asseyent, on leur sert à boire et puis à manger. Mais dans ces conditions, ceux qui font des prestations, les serveurs, ils seront qui? Des fumeurs? Ou des non-fumeurs. Donc, on doit alors faire un appel d'offres pour chercher les fumeurs. C'est une question d'éthique. C'est ça. Il faut plutôt venir vers nous pour demander, dans mon entreprise, il y a des fumeurs, aidez-nous à les soigner. Alors, ça nous Oui, amène je justement peux embêter. à évoquer, s'il vous plaît, ça nous amène à évoquer le point des actions que vous menez, parce qu'on n'a pas toute la nuit non plus. Quelles sont ces actions-là, fortes et concrètes, que vous menez au niveau du programme pour qu'on éradique complètement cette épidémie? Oui, on va y arriver. Ouais. On va y arriver, déjà que nous sommes de moitié. Voilà, et donc je pense que les prochaines enquêtes vont nous montrer encore que ça... voilà, et là c'est Mais vraiment... qu'est-ce que vous faites? Quels sont les moyens que vous déployez? Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y a de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on se cale sur les deux types de mesures dont j'ai parlé tout à l'heure. Les mesures pour réduire la demande. En dehors de la taxation avec l'appui du ministère du Budget, c'est-à-dire les impôts, il y a aussi le fait qu'on sensibilise, il y a aussi le fait qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics. Parce que quand vous regardez, il y a 10 ans en arrière, quand on partait quand même dans les boîtes de nuit, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. C'est clair. Le regard aujourd'hui, vis-à-vis d'un fumeur et un non-fumeur, ça a changé. Avant, on se promenait partout avec ça, mais aujourd'hui quand même, le regard a changé. Monsieur Zotoa, vous ne sortez pas beaucoup la nuit, on dirait. Ah, heureusement que c'est la nuit. Mais avant, que la journée... Mais je vous le dis, je dis ça. Vous savez pourquoi je dis cela, monsieur Zotoa? Non, c'est Parce qu'aujourd'hui, c'est en train de revenir. Oui. Les boîtes de nuit, les nightclubs, ça fume maintenant dedans. Non. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la prolifération des nouveaux produits. C'est-à-dire les chichas, les narguilés. C'est ça aujourd'hui. Voilà. C'est ça aujourd'hui qui est... Voilà. Ils ont commencé à laisser un peu la cigarette, mais c'est les chichas qui sont devenus... Et qu'il faut... Moi, j'ai vu les forces de l'ordre intervenir dans des restaurants pour confisquer. Oui. Tout ça participe de l'action que vous menez. Voilà, exactement. Avec l'appui de la police nationale, on fait des Parce qu'effectivement, dans la sensibilisation, il y a besoin d'informations, de dire... Parce qu'on disait, non, la cigarette, la chicha, on a passé des idées. Oui. La chicha, le narguilé, non, c'est pas de la cigarette. Mais en vrai, monsieur Zotoa, juste une dernière chose. Et je profite Moi, de je suis fumeur. Comment j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez m'aider à arrêter de fumer? Très belle question. Voilà, je pense que... Oui. D'abord, il faut se décider. La question de la volonté. La volonté. Je fume, au lieu que je brûle, comme on le dit, 1-2 pièces. Parce que quand vous achetez un paquet de dessert par jour, ça fait minimum 1000 francs. Mais en un mois... 1400 pour moi précisément. Voilà. En un mois, en un an, en 10 ans. Mais c'est 2 pièces, une maison, 2 pièces que vous avez brûlées. Donc, on dit, mais dis donc, je suis en train de dépenser. Mais au niveau médical, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, parce que là, vous êtes dans les conseils, je pense que c'est des conseils. D'accord. Donc, on prend la décision, on se débarrasse de tout ce qui est cendrier, tout ce qui est cela. Même, il faut essayer de ne pas fréquenter ceux qui fument. Si tu as des amis qui fument, il est clair que tu vas encore replonger là-dedans. Il y a des spécialistes qu'on peut rencontrer. Et puis maintenant, Au niveau médical. vous venez maintenant à l'hôpital. Si vraiment il y a un problème, le ministère de la Santé, les centres de santé Mais justement, sont là. est-ce que nos établissements et sont Oui, habilités, ont ce qu'il faut pour bien prendre en sûr, charge le malade bien sûr, fumeur? Bien sûr. Il y a même au CHU de Cocody un centre spécialement dédié à ça. C'est-à-dire que le matin, ils ne font que prendre en charge les cas de fumeurs. Moi, je voulais savoir, comme on est au niveau de la santé, toutes les actions, est-ce qu'il y a une incidence sur la baisse, est-ce que les maladies liées au tabagisme, vous avez une idée de si ça baisse ou pas? Parce que là, vous nous avez dit 80% et tout, mais ceux qui fument, leurs maladies. Oui, mais ce qui est d'abord important, c'est de voir est-ce que ça baisse. C'est-à-dire que si avant on avait 20 fumeurs et qu'aujourd'hui on a 10,
cela va de soi Oui. que les maladies liées à ça baissent. Mais Donc, concrètement, moi, docteur, moi, est-ce que j'aimerais les maladies, savoir- non, concrètement, est-ce Ok. qu'aujourd'hui, les études démontrent qu'on a moins de cancers liés, par exemple, au tabac, ou on en a plus? Enfin, qu'est-ce que disent les chiffres sur ça? Oui, il est clair, ça, il ne faut pas se voiler la face. Il est clair que 90% des cancers du poumon sont dus à la cigarette. Voilà. Et Tout donc- à l'heure, on a parlé, pardon, allez-y. Ouais, oui. Sa dernière question, Isabelle? Oui, alors tout à l'heure, on a parlé de deux forces. Donc, il y a l'État donc, qui lutte contre le tabagisme, l'utilisation donc, du tabac. Et puis, d'autre part, il y a donc, ce que vous avez appelé l'industrie du tabac. Est-ce que finalement, vous pouvez vous mettre ensemble pour une campagne de sensibilisation? Quelle est la contribution en fait, de cette industrie du tabac dans la sensibilisation que vous faites? Très, très bonne question. Vous pensez que l'industrie va s'associer à nous pour dire ne prenez pas mon produit. Mais je sais, par exemple, Non, il y a mais des- il y a des mentions, par exemple. À l'instar c'est imposé par de la la loi. France, par exemple, sur un paquet de cigarettes, on peut voir donc un poumon abîmé ou alors un cœur abîmé qui peut La loi a prévu- éventuellement la loi en dissuader Côte- la loi en Côte l'utilisateur. d'Ivoire- La loi en Côte d'Ivoire a prévu et les décrets d'application ont commencé à être pris. En janvier, c'est pris. En juillet, nous allons formaliser ça. Et d'ici la fin de l'année, on aura ces images-là sur Le paquet de cigarettes. Ouais. Très très bien. En tout cas, on est sûr on retient donc que la lutte contre le tabagisme Continue, elle oui. continue. Vous êtes armés pour faire face aux méfaits de cette épidémie, comme vous l'avez qualifié sur ce plateau, docteur. Ouais. Un dernier mot, un message de la sensibilisation, et on Ben, termine là-dessus. Je voulais tout simplement dire à la population ivoirienne de ne pas attendre qu'on vienne forcément les sanctionner pour dire que la loi là est en train d'être appliquée. Quand je prends par exemple le cas de il est interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. La population pense que c'est quand on vient sanctionner que la loi a commencé. OK, on a commencé à sanctionner et je voudrais dire à ceux à qui on a remis les contraventions, ces personnes-là sont tenues de payer ces amendes qui ont été infligées. Et qu'il est vraiment interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. L'amende, c'est de 15 000 francs à 100 000 francs chez le fumeur et de 50 000 francs à 250 000 francs chez le propriétaire ou le responsable de l'espace public. Très bien. On en sait un peu plus. Merci beaucoup, docteur Ernest Zotois. Je rappelle que vous êtes directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Vous nous avez fait l'amitié d'être ce soir sur notre plateau. Et surtout, qu'on prendra rendez-vous avec vous pour évoquer d'autres points, parce que le sujet, il est dense. On aura beaucoup de points à aborder avec vous, certainement sur d'autres points de vos actions. Merci André, merci Daouda, merci Nick. Merci Isabelle, merci à toutes les équipes techniques. On vous souhaite un bon début de week-end. On vous donne rendez-vous lundi sur ce même plateau du Grand Talk. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi.